Notre job, contrôle de gestion, c'est d'être vraiment le copilote de l'activité. Le contrôleur de gestion qui se concentre uniquement sur la construction d'un tableau de chiffres, en fait, je pense qu'il va avoir un sujet dans quelques années pour retrouver un job. Les gens ont dit « Ah, mais en fait, quand j'appuie sur les boutons, il se passe quelque chose derrière. » On est au volant d'un hors-bord, donc c'est soit tu tapes dans les cailloux, soit tu pars vers le large. Tu choisis. Ouais. Soyez curieux, profitez-en. Enfin, vous avez le droit de vous déplacer, vous avez le droit de sortir de votre bureau. Vous n'êtes pas juste là pour faire de la clôture ou cracher du budget pour du budget. Le dirigeant, quand il y a des problèmes, il est souvent tout seul. Notre job, c'est de vraiment dire « Attention, ça, c'est une ligne rouge. Si tu la dépasses, tu sais que tu vas vers les problèmes. Au moins, tu es au courant. Après, c'est toi le patron, tu prends ta décision. » Le coût de l'absentéisme, il est vachement plus important qu'on ne le croit. C'est pas juste « Je suis absent, je suis pas là ». C'est beaucoup plus impactant potentiellement pour la boîte. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle masterclass où on va aborder un sujet tellement important, comprendre quel est le véritable et la vraie vie d'un directeur du contrôle de gestion et donc aussi de surcroît comprendre comment fonctionne ce métier, en quoi il est utile et on va déconstruire toutes les idées qui peuvent être reçues et montrer la vraie valeur de ce job dans l'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Bariol. Ça fait 14 ans que tu es dans le métier. Tu es aussi directeur d'une association des directeurs financiers et du contrôle de gestion en région PACA. Bienvenue dans ce podcast. Merci Nicolas. Alors, mes amis, si vous n'êtes pas abonnés à ce podcast, faites péter la barre des likes parce que ça donne beaucoup d'énergie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et donc ça me fait plaisir et ça me permet aussi d'aller voir des invités toujours plus inspirants. Alors, Benjamin, je vais te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ou quelles sont les circonstances de la vie qui t'ont ramené dans la profession de contrôle de gestion ? Eh bien, on va dire que c'est venu par des opportunités et la première d'entre elles, c'était un hôpital psychiatrique. Donc tu m'as dit ça en off, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Okay. C'est mon premier stage en contrôle de gestion. Je l'ai fait, en fait, c'était justement l'apprentissage du contrôle de gestion dans un hôpital. Et en l'occurrence, c'est un hôpital psychiatrique. Donc, premier stage très intéressant pour aborder une thématique que je ne connaissais que au travers des livres. Et finalement, c'est devenu très opérationnel, très vite, et j'ai eu tout de suite de l'intérêt pour ce job. Si on rentre directement focus sur le cœur de cette masterclass, pour toi, comment tu le définirais, le contrôle de gestion ? En quoi est-ce utile ou important pour une entreprise ? Écoute, c'est comme si tu conduisais une voiture sans tableau de bord, finalement. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, tu ne sais pas si tu as consommé toute ton essence. C'est exactement ce genre de choses. Donc, notre job, contrôle de gestion, c'est d'être vraiment le copilote de l'activité. C'est comme ça que j'aime me définir. C'est business partner en fonction des entreprises. Et notre objectif, c'est d'apporter des éléments factuels pour une prise de décision la plus éclairée possible et qui permettent de répondre aux besoins du business. Donc, énormément d'adaptation d'une entreprise à l'autre. C'est pas une recette toute faite que tu réappliques copy-paste. Donc, raconte-moi là. Donc là, tu es directeur du contrôle de gestion. Vous êtes combien dans l'équipe ? C'est quoi la structure d'entreprise et dans quelle boîte aujourd'hui tu bosses, tu vois ? Exactement. Donc aujourd'hui, je travaille pour le groupe Aqualong. Donc c'est une entreprise internationale qui distribue et aussi est une boîte industrielle. Donc en fait, on a plusieurs sites localisés en Europe et un dernier au Mexique. Et c'est une entreprise qui est finalement complexe de par son histoire puisque c'est une entreprise qui s'est construite par des rachats successifs. Donc, en fait, on se retrouve avec plus d'une vingtaine d'entités juridiques qu'il faut faire, entre guillemets, travailler ensemble. Et donc, nous, au contrôle de gestion, on est 4 en me comptant dedans. Et notre job, en fait, c'est d'essayer aujourd'hui d'apporter une lecture la plus claire possible de la performance de l'entreprise, ce soit sur le métier de commercial, industriel, les services généraux, l'ensemble des activités en fait finalement qui composent cette entreprise. Tu vois, quand on rentre dans une activité industrielle, tu vois, tu es business partner, mais en fait, on pourrait imaginer qu'un contrôleur de gestion, c'est un agrégateur de chiffres. Il va chercher des chiffres à gauche, à droite. Il est dans des tableaux Excel et on entend ce truc derrière l'usine à gaz. Comment on fait pour construire et modéliser ça ? Et comment on fait aussi pour apporter de la valeur ? Et répondre finalement à ce que tu es en train de dire, on est les business partners, mais il faut aller le chercher cette place aussi, parce que c'est pas intuitif.
C'est complètement ça. Ce que tu viens de décrire à l'instant, agrégateur de chiffres, ça s'appelle en fait aujourd'hui de la BI. Donc concrètement, le contrôleur de gestion qui se concentre uniquement sur la construction d'un tableau de chiffres, en fait, je pense qu'il va avoir un sujet dans quelques années pour retrouver un job. Aujourd'hui, un vrai contrôleur de gestion, finalement, c'est quoi? Selon moi, ma perspective et ma vision des choses, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'activité pour laquelle il bosse déjà. Comme on m'a dit dans l'un de mes tout premiers jobs, quand j'ai travaillé chez Renault, c'était intéressez-vous aux produits, bon sang. Comprenez comment ça marche, et ça c'est important parce que finalement si tu comprends pas le produit, tu vas avoir du mal à devenir pertinent dans tes propositions. Justement, tu parles de valeur ajoutée, il faut comprendre la chaîne de valeur de l'entreprise, où est-ce que se crée cette valeur, et ça tu peux pas le découvrir en étant tout seul dans ton bureau, en regardant juste de l'Excel ou en allant taper dans les ERP. Tu es obligé en fait finalement d'aller sur le terrain, comprendre le travail du commerce, le travail de l'industrie, le travail de la supply chain. Toutes les composantes de l'entreprise sont importantes. Et notre job, et c'est quand même génial de se dire qu'on est peu ou prou les seuls à avoir cette autorisation-là, on peut aller voir tous les services. Il y a beaucoup de boulot où on te dit, toi, tu es cloisonné, ton job, c'est de faire ce métier-là de R&D, ce job de supply chain. Tu vas pas commencer à donner ton avis sur ce qui se passe ailleurs. Nous, on a un peu la carte blanche et on a le droit d'aller balader dans toute la boîte. Donc, il faut qu'on s'en serve. Ça, c'est important. Justement, ces services, comment ils te voient? Parce que quand on analyse aussi le verbatim du job, c'est contrôle de gestion. Donc, il y a quand même un mot contrôle. Et du coup, quand ils te voient et que tu vas leur poser des questions, qu'est-ce qu'il me veut celui-là et qu'est-ce qui va finalement un peu fliquer mon job? C'est quoi aussi l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis de l'ensemble des services? Alors déjà, il faut comprendre une chose importante, c'est contrôle de gestion, c'est une mauvaise traduction de business controlling, le terme anglais qui est utilisé, et qui lui veut dire plutôt justement management, entre guillemets, de la performance commerciale, le business comme ça. Donc déjà, il ne faut pas arriver en mode, en effet, je suis là pour te mettre des coups de bâton sur la tête, parce que bon, c'est ce qu'on m'a expliqué là aussi, c'était assez marrant, dans mon premier jour de mon premier job, on m'a dit, tu sais Benjamin, un bon contrôleur de gestion, il mange seul à midi, donc ça veut dire que tout le monde le déteste. Alors, il peut y avoir de ça, mais en fait, ce qui est vraiment important, nous, dans notre vision, en tout cas dans celle que je veux instiller, c'est là encore, c'est parce qu'on comprend le business, on est capable de lui apporter de la valeur. Et pour créer cette place, en fait, faut marquer des points. Marquer des points, ça veut dire quoi? C'est faire une analyse qui va être plus pertinente que simplement sortir un tableau Excel de SAP. Ça va être finalement de faire des liens entre des problématiques pour ensuite, derrière, déterminer des plans d'action. Et ça va être aussi, parfois, d'appuyer là où ça fait mal, mais de manière intelligente pour que tout le monde, en fait, finalement, puisse trouver un plan de sortie qui fonctionne, quoi. Parce que... si on prenait un cas d'usage, justement, une mission de contrôle de gestion qui a permis, justement, de créer ce lien en disant, OK, j'ai identifié un problème, mais... ce problème, je n'aurais pas pu l'identifier si j'avais simplement regardé un tableau Excel. Ouais. C'est parce que j'ai compris. Intéressez-vous au produit. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Exactement, ouais. Tu vois? Comme ça permettrait aussi de visualiser. Alors, pour faire un lien justement entre le monde réel et le monde finalement de l'ERP et nous, notre capacité à l'analyser, un jour, en faisant une analyse bêtement sur des stocks dans une des boîtes dans lesquelles j'ai été, je regarde, chercher à comprendre un flux. Et puis d'un coup, je découvre que ce flux disparaît. Mais alors vraiment, un jour très précis, je ne vois plus de mouvement dans ce flux, donc c'est au travers de SAP. Puis je suis allé parler, justement, là j'ai fait le lien avec la transcription avec le monde opérationnel, je suis allé voir les gens de la supply chain à ce moment-là, puis je leur en parle, je leur dis, écoute, c'est bizarre, depuis tel jour, il n'y a plus rien qui se passe, c'est gênant parce qu'il y a un impact immédiat sur les comptes de la boîte pour telle et telle raison. On discute, et puis là, elle me dit, mais bon sang, tu sais quoi, c'est le jour où on a mis en œuvre un nouveau processus. Et en fait, dans ce processus, c'est plus la supply qui s'occupe de la problématique. On a transféré ça au gars de l'entrepôt, directement, en logistique. Et donc, en allant discuter avec le gars de la logistique, on se rend compte qu'en fait, il avait eu un problème qui avait été mal adressé lorsque le process avait été redéfini. C'est qu'on ne pouvait pas lui permettre, sans rentrer dans le détail, de lancer des consommations sur des produits. Et donc, ce qu'il avait fait pour trouver une solution à son problème, c'est de tout passer à zéro. Et en faisant ça, tu avais zéro consommation des stocks. Donc là, en fait, en analysant le flux ERP, en discutant avec les opérationnels et en allant voir sur le terrain ce qui se passait réellement, on a réussi à mettre tout ça d'aplomb et à corriger le tir et à modifier le processus pour répondre. Ça veut dire que lui, pour faire son travail, il fallait juste qu'il mette zéro et comme ça lui décochait son gros, process. Quoi. Exactement, ça lui permettait de finaliser son process. Sauf que le problème, en faisant zéro, il oubliait de consommer tous les articles qu'on envoyait en sous-traitance et quand on recevait les nouveaux articles finis à l'usine. Ok, là, ce qui aurait pu être dangereux,
dans ce cas, c'est que toi, tu ne découvres pas ça. Et donc, tu aurais artificiellement augmenté la marge du Exactement. produit. Et donc, toi, tu te dirais, bah tiens, si je prenais des décisions de ouf, Ouais. hyper stylées, alors qu'en fait, tu partirais sur la mauvaise direction. Mais c'est complètement ça. Et c'est souvent, en fait, la problématique qu'on rencontre en entreprise. Et ça, c'est notre rôle, contrôle de gestion aussi beaucoup et fonction financière plus largement. C'est d'apporter, en fait, un éclairage financier aux décisions qui peuvent être prises par les gens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, ils bossent dans des ERP, et je te jure, ils n'ont pas l'idée de l'impact de ce qu'ils font. Ils se disent, moi, on m'a toujours dit de faire comme ça. C'est la grosse réponse. Et le gars qui a créé l'ERP, qui a mis en place ce process, il n'est plus là depuis longtemps. Et c'est des formations sur des formations sur des formations. Donc, beaucoup de connaissances se perdent avec le temps. Et en fait, tu te rends compte que les gens n'ont pas la connaissance de l'impact opérationnel de leurs activités. Un cas que j'avais vécu bien longtemps en arrière, c'était sur les congés payés. Il y en a un qui est parti en vacances, il n'avait pas saisi les congés payés de ses 40 gars. Ben, dans les comptes de la boîte, quand tu payes les gens et que tu fais pas, tu saisis pas ces congés payés, bah, tu reprends pas ta provision et d'un coup, sur un mois en question, tu fais péter le score de tes salaires. Et là, il a fallu en fait rentrer dans cette notion-là et les gens ont dit, ah mais en fait, quand j'appuie sur les boutons, il se passe quelque chose derrière. C'est pas juste mon process à moi, c'est des process qui s'empilent les uns derrière les autres jusqu'à la finance. Mais du coup, tu vois, c'est quoi cette relation que le contrôle de gestion et les comptables peuvent avoir? Tu sais, parce que les comptables, Ouais. ils connaissent bien leur travail, tu vois. Bien sûr. Ils connaissent C'est les normal. normes, le droit, ils savent bien imputer. Sauf que toi, de l'autre côté, tu vois, t'as une vision business. C'est quoi la relation qu'on peut avoir avec le service comptable? Alors, moi, j'ai connu les deux, c'est-à-dire une guerre ouverte. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la compta qui fait de la compta et de l'autre, du contrôle de gestion qui fait du contrôle de gestion, bah, les fameux BI, etc. Et j'ai déjà connu ça, hein, où il y a des gens qui disent non, mais de toute façon, la compta est fausse. Tu fais non, mais la compta ne peut pas être fausse. C'est-à-dire que même si elle est fausse, elle a été auditée, elle a été contrôlée et ça fait figure de loi. Donc, en fait, moi, je suis plus à expliquer ça à chaque fois que je peux. C'est que la comptabilité, c'est en fait finalement la matière sur laquelle le contrôle de gestion va travailler. Ça veut dire qu'un bon contrôleur de gestion, à mes yeux, après chacun fera comme il voudra, mais selon moi, c'est quelqu'un qui comprend la comptabilité, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un flux de stock, c'est quelqu'un qui comprend comment on consomme, etc., etc., pour pouvoir derrière, en fait, être capable d'analyser de manière pertinente. Et très certainement relever des erreurs, parce que, et je ne veux pas être méchant, mais un comptable, c'est un être humain comme nous tout le monde, et il saisit à longueur de journée des choses, et il peut très bien passer à côté d'un flux ou mal orienter, entre guillemets, une dépense. Et ça, c'est notre job, finalement, de contrôleur de gestion, de savoir faire parler un peu comme si on avait la pierre de Rosette entre la comptabilité et, on va dire, le reporting qu'on va transmettre pour décision. D'ailleurs, tu sais, j'avais déjà préparé une question dans mon esprit. C'était, à ton avis, est-ce qu'un bon contrôleur de gestion, c'est d'abord un bon comptable, tu vois? Je suis incapable de passer moi-même une écriture comptable, mais on va dire que j'ai fini par m'intéresser à ce métier-là et je le dois à l'un de mes anciens managers qui m'a beaucoup poussé dans cette direction. Et après, il faut comprendre aussi une chose, c'est que dans beaucoup d'entreprises, le métier de contrôleur de gestion est très, très segmenté. C'est-à-dire que j'ai vécu ça dans des grandes boîtes. Tu es responsable d'un micro-bout du PNL, en fait, et finalement, tu t'intéresses qu'à ce morceau-là et tu n'as pas connaissance ou conscience des autres éléments qui le composent. Et ça, c'est quelque chose. Quand tu es dans une très grande entreprise, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, parce que finalement, too big to fail. Par contre, quand tu es dans une petite PME, là aujourd'hui, je suis dans une boîte qui est, je veux dire, à taille d'une TI. Clairement, si tu prends la mauvaise décision financière, tu peux planter l'ensemble du système, quoi. Comme je dis toujours, on est au volant d'un hors-bord, donc c'est soit tu tapes dans les cailloux, soit tu pars vers le large. Tu choisis. Ouais. Et pour moi, il faut comprendre. Par contre, tu n'as pas besoin d'être un expert. Chacun son métier. Là, par contre, je suis conscient de ça. Hyper clair. Aujourd'hui, toi, tu bosses dans une boîte industrielle. Exactement. Comme tu le dis à juste titre, il y a plusieurs typologies de contrôleurs de gestion. Côté industrie, côté RH, côté commerce. Donc, on peut avoir une multitude de choses. Si on zoomait sur le côté industriel, qu'est-ce que tu analyses? Tu vois, prenons le cas d'usage dans la boîte dans laquelle tu es. Vous vendez quoi? C'est quoi les matières? Comment ça se fabrique? Et qu'est-ce que toi, tu contrôles au fur et à mesure, tu vois? Alors, en fait, le contrôle de gestion industrielle, alors, je le dis pour ceux qui réfléchissent à qu'est-ce que j'ai envie de faire en controlling. Le contrôle de gestion industrielle, je trouve que c'est le plus technique à mes yeux. Carrément. Pour quelle raison? En fait, c'est parce qu'il mélange énormément de flux différents. Et en effet, il faut apprendre, en fait, moi, c'est ma vision, à segmenter les flux. Pour le coup, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un flux d'entrée en stock, de marchandises, à quoi ça correspond. Il faut comprendre la réalité opérationnelle. Par exemple, tu peux te dire, bah voilà, stock, variation de stock, achat de marchandises, why not? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que derrière, il y a un acheteur qui a passé une commande, qui a été géré par la supply chain, qui a fait un approvisionnement, qui a été réceptionné par un logisticien dans un entrepôt.
Et toutes ces personnes, elles vont se faire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, des saisies au fur et à mesure dans le système d'info. Et le job du contrôleur de gestion, c'est de comprendre si, au fur et à mesure de ces premières étapes, déjà, il n'y a pas des loups entre ce qu'on croyait être la réalité, c'est-à-dire une fiche prix d'achat d'un article, et finalement la réalité de l'achat, c'est-à-dire si c'est une commodité, tu pensais l'acheter à 10, tu vas la payer 15. Tu croyais avoir commandé 50, mais en fait, ton fournisseur te livre que 40. Et tout ça, ça va générer des écarts au fur et à mesure, potentiellement. Et donc, ton job, en fait, finalement, c'est de mettre en place les outils qui vont permettre à chacun de pouvoir faire le contrôle. Parce qu'en tant que contrôleur de gestion, tu ne peux pas être partout en même temps. On n'est pas omniscient, omnipotent. Par contre, notre job, c'est de créer des outils qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir réaliser ces analyses-là. Donc ça, c'est pour juste la partie achat, tu vois. On a détecté 3 flux différents. J'achète, j'approvisionne et je réceptionne. Et ensuite, quand tu rentres en prod, ben là, tu es dans un autre flux encore, celui de la production. Donc, comme je donne toujours cet exemple aux personnes à qui j'explique le contrôle de gestion industrielle, c'est comme toi dans ta cuisine, finalement. Tu vas taper dans le frigo, dans les placards. Donc, tu vas avoir besoin d'une liste d'ingrédients, c'est ce que l'on appelle la nomenclature, et tu vas avoir besoin d'une recette, c'est ce que l'on appelle les gammes de fabrication. Et ça, ce sont des informations qui sont mises dans le système d'info ou dans un Excel, si tu es dans une toute petite boîte, par les gens responsables de, finalement, la fabrication du produit. Et ton job, ça va être de vérifier que, on avait dit qu'on allait consommer 200 grammes de farine. Est-ce qu'on a consommé 210 grammes ou 198 grammes? Et donc, tu as des outils qui te permettent de suivre ces écarts-là au fur et à mesure de la production et donc de détecter finalement si tu as des variances entre ce que tu croyais être le coût du produit et le vrai coût du produit. Donc, c'est ça. Hyper clair. À quel moment, tu vois, dans cette étape, par exemple, toi, tu pourrais apporter un peu ton grain de sel? En mode, tu vois, on a dit 200 grammes de farine, mais pourquoi pas 185? Et comment tu arriverais à vendre le fait que la personne devrait utiliser 185 et pas 200? Tu vois, par exemple, parce que quand on parle de business partner, aussi, c'est, j'imagine, de faire réfléchir aussi les gens qui sont à l'intérieur du business. Et eux, ils savent. Et exactement. Là où tu as raison, c'est qu'il faut qu'on reste un peu le poil à gratter, l'empêcheur de tourner en rond. Donc, souvent, en entreprise, ce que tu entends, c'est on a toujours fait comme ça. On a toujours mis 200 grammes. Oui, mais pourquoi 200 grammes et pas 185 grammes? Alors, déjà, de une, parce que tu t'es intéressé au process et tu t'es intéressé à la valeur ajoutée portée par le produit. Et parce que tu as communiqué avec différentes personnes dans différents services, tu finis par te rendre compte que, par exemple, j'ai vécu le cas, on peut en parler, des fameux 185 grammes. En fait, historiquement, dans une des entités où j'ai travaillé, il y avait un rationnel qui consistait à dire il faut qu'on bourre au maximum notre contenant en fait, avec le produit pour que le client il ait l'impression d'acheter quelque chose qui soit plein de valeur ajoutée. Très bien, admettons. Sauf qu'en fait, à un moment donné, c'est comme si tu prenais une bouteille de 75 centilitres d'eau et tu essayais d'y faire rentrer 1 litre d'eau dedans. Parce que tu as la norme en fait, technique autorisée par le fabricant et qui dit si tu veux que ça se passe bien et que si tu veux pas gaspiller, en fait, tu dois en mettre que 75. Et quand on a regardé de plus près le produit en lui-même, on s'est rendu compte que le fait de remplir à 100, donc à ras-bord et que ça déborde de partout, ça n'apportait aucune plus-value au client. Donc en fait, on vendait ce qu'on appelait de la surqualité. Donc ça, c'est un des éléments que tu dois mettre en lumière auprès des différents acteurs. Donc c'est le produit, le marketing, ça va être la R&D peut-être, ça va être la production. Et en faisant ce travail-là commun avec tous ces services, parce que tout seul, tu n'apportes jamais rien, hein, c'est toujours un travail d'équipe, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout à fait redescendre en effet à 185 grammes. Et grâce à ça, on avait fait une économie de 15-20% sur la matière. Ouais, alors, sauf erreur de ma part, hein. Tu vois, dans les études en contrôle de gestion, on t'apprend à faire la compta analytique, on t'apprend à faire les budgets, on te montre les tableaux de bord. Sauf que ça fait preuve d'une curiosité qui est différente de ce qu'on peut voir dans les études. De s'intéresser à la valeur concrète du produit pour le client. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à côté. Comment justement, toi, tu fais aussi pour progresser, pour aussi comprendre l'écosystème de l'entreprise et en fait, finalement, d'aller sur des sujets qui sont pas... qui sortent du fichier Excel, quoi, tu vois. En fait, il faut vraiment, pour faire bien ce métier, il faut avoir une curiosité vraiment importante. C'est-à-dire qu'il faut se méfier du « ouais, bon, j'ai l'habitude ». D'ailleurs, à titre personnel, tous les 3-4 ans, j'ai quitté en fait mon job parce que je considérais que je perdais cette curiosité, on va dire, initiale. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, hein, tu finis par t'habituer, tu as toujours ce chiffre, tu le vois, tu sais que tu es dans tes clous, etc., etc. Alors que quand tu arrives dans un nouveau job,
Il y a vraiment cette importance de se dire, OK, je veux comprendre comment ça marche, je vais sur le terrain, etc. Et ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué dans l'une de mes expériences. J'ai rejoigné un service de contrôle de gestion où les gens étaient très bien installés depuis longtemps, ils faisaient leur boulot, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés dans l'atelier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est qu'à un moment donné, j'ai passé dans les premières semaines énormément de temps avec les opérationnels. Et quand je revenais vers 4h, 5h au bureau, ils me disaient « Ah ben ça y est, tu as enfin commencé ta journée. » Tu fais « Bah non, en fait, pendant tout ce temps, moi j'ai rencontré des gens, j'ai compris le process, je me suis intéressé. » Et ça, c'est quelque chose, en effet, je pense que tu ne l'apprends pas à l'école, mais c'est à charge de tes professeurs. Et aujourd'hui, moi, je donne des cours à l'IAE. En tant que professionnel, j'explique ça aux étudiants. Je leur dis, mais soyez curieux, profitez-en. Enfin, vous avez le droit de vous déplacer, vous avez le droit de sortir de votre bureau. Vous n'êtes pas juste là pour faire de la clôture ou cracher du budget pour du budget. Parce qu'en plus, comment tu veux qualifier si tes chiffres sont bons ou mauvais si tu les as pas mis un peu à l'épreuve du terrain, quoi. Donc voilà, je travaille là-dessus. Carrément. Bon, attends, j'ai tellement de questions qui me viennent dans la tête. Alors, attends. Vas-y, hein, une par une. Alors, donc, Benjamin, quels sont les postes qu'un dirigeant regarde très précisément dans une entreprise et comment le contrôleur de gestion, il arrive à lui mettre ça en lumière d'un point de vue pédagogique et facile à comprendre pour qu'il puisse répondre à son besoin finalement. Je veux voir ça. Est-ce que tous les dirigeants ils veulent voir la même chose? C'est quoi un peu toi, ton expérience avec 14 ans de contrôle de gestion derrière? Tout dépend en fait le rôle du dirigeant en lui-même. C'est-à-dire que tu vois, j'ai vécu le dirigeant qui était responsable de site industriel. Donc lui, il va être intéressé par la performance de son site, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à fabriquer plus de produits qu'année dernière à ISO coût, ou est-ce que je suis plus fort, je suis moins fort, etc. etc. Ça va être vraiment plutôt le dirigeant opérationnel. Ensuite, tu vas avoir le dirigeant propriétaire. Alors là, pour le coup, comme il m'avait dit un jour ce dernier, mais il dit, tu sais, Benjamin, moi, je m'en fous de tes histoires d'EBITDA, tes histoires de ratio, etc. Moi, ce que je veux savoir, c'est ma trésor. Où est-ce qu'elle arrive? Parce que c'est ma maison que je risque à la fin du compte. Et ça m'a beaucoup appris parce qu'on est très souvent en contrôle de gestion éloigné des notions de trésorerie, alors qu'en fait, c'est super intéressant. Franchement, je découvre cet univers depuis 4-5 ans maintenant. Et je trouve que c'est vraiment bien plus intéressant finalement de regarder le flux complet depuis le chiffre d'affaires jusqu'à en bas finalement combien tu as en banque que de t'arrêter à l'EBITDA, le fameux EBITDA, celui que regardent beaucoup de gens, mais qui est une vision finalement tronquée de la réalité économique d'une entreprise. Et ensuite, tu vas voir... Alors pourquoi précisément tu dis ça? Parce que l'EBITDA, c'est pas forcément... alors, c'est ce qui est constaté, mais c'est pas ce qu'il y a forcément dans le compte bancaire. T'as fait ton chiffre d'affaires, mais il est peut-être pas chez toi, quoi. Alors, il peut y avoir de ça déjà. Donc, tu as ta notion de BFR. Est-ce que tu es bon sur ton poste client? Est-ce que tu es bon sur ton poste fournisseur? Parce que tu peux dire, wow, j'ai fait énormément de chiffre d'affaires, mais en fait, tu n'as rien rentré comme euro dans ton compte en banque. Et après, tu vas avoir aussi d'autres notions. C'est-à-dire que l'EBITDA, c'est une notion qui est finalement dénuée de rationnel par rapport aux moyens que tu as mis en œuvre, puisque tu es hors amortissement, pour commencer. Les amortes, c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et le deuxième point qui est surtout important, c'est l'exceptionnel. Et selon les entreprises, selon les problématiques, selon la manière dont tu reportes, en fait, tu peux passer plus ou moins de choses en exceptionnel. C'est des fois uniquement reporting, c'est-à-dire à destination de l'actionnaire, puisque tu as maintenant les normes comptables qui évoluent et qui limitent très fortement la notion d'exceptionnel d'un point de vue social. Mais quand on regarde beaucoup le reporting d'un point de vue, on va dire, actionnaire. Et cet exceptionnel, il peut cacher beaucoup de choses. D'ailleurs, je rebondis aussi justement à cette partie. Tu vois, il y a une réforme du PCG qui est apparue là en 2025. Comment on interprète l'exceptionnel côté contrôle de gestion? Est-ce qu'on se cadre par rapport à la compta ou alors est-ce qu'on le fait différemment? Alors, le métier de contrôleur de gestion, c'est un peu l'artiste du chiffre. Alors, qu'est-ce que je veux montrer? C'est ça, vous savez, le papier ne refuse pas l'encre. Hein. Donc, vous pouvez faire dire ce que vous voulez à vos chiffres, il n'y a pas de problème. Alors, plus sérieusement, en effet, l'exceptionnel, justement, c'est important. Il faut différencier l'exceptionnel d'un point de vue comptable. Et là, il est sous la maîtrise du directeur comptable. Et c'est lui ou elle qui va te dire, non, mais ça, légalement, tu dois le reporter de cette manière ou de cette manière. Et après, il y a vraiment le reporting aux actionnaires. Et tu as des actionnaires qui vont te dire, moi, j'ai des règles de reporting qui sont différentes parce que je présente les choses différemment. Moi-même, en interne, je suis une banque, je suis un fonds d'investissement. Clairement, chacun établit un peu ses règles du jeu. Et donc, nous, notre job, c'est de voir comment elles fonctionnent, ces règles, et on s'y adapte. Et on est aussi capable, des fois, de se dire, OK, ça y est pas, ça dépend comment tu le présentes. Ouais. J'avais une collègue très sympa à la compta, je te jure, c'est véridique. Hein. Selon si la peinture, tu l'as passée sur l'ancienne peinture ou si tu décollais l'ancienne peinture,
t'allais passer en investissement ou t'allais passer en charge. Ah ouais. Donc là, ah tu ouais. fais... Donc, tu sais, il suffisait de bien lui présenter la chose et alternativement, en fonction de tes budgets, de ce que tu avais besoin de faire, tu pouvais le passer en charge ou tu le passais en CAPEX. Donc voilà. Ok, hyper clair. Donc, du coup, on en revient à cette partie dirigeant. Il y avait celui qui voulait analyser la trésorerie. Et là où tu as mentionné un point, c'est que lui, il voulait la trésorerie parce que il risquait sa maison. C'est ça que tu as dit, ouais, le il terme. faut pas oublier qu'il y a quand même énormément d'entreprises où le dirigeant est propriétaire. Donc, quand tout va bien, tout le monde est content. Toi, tu as ton salaire, tu considères que... Mais le jour où il y a un problème, le premier qui est payé, c'est toi. Mais ton patron, lui, potentiellement, il va taper dans ses économies. Et il y a des histoires assez incroyables de dirigeants qui font vraiment le grand 8, quoi. Il y en a qui tout va bien, la vie est belle. Ah, je dors dans ma bagnole sur le parking de la boîte, quoi. Et en plus, il y a personne qui te soutient. Et ça, c'est un point qui est extrêmement puissant à avoir à l'esprit, c'est que le dirigeant, quand il y a des problèmes, il est souvent tout seul. Et nous, le job qu'on a en finance, finalement, c'est aussi de lui apporter un éclairage suffisant, parce qu'il y a des dirigeants qui sont incroyablement talentueux dans leur domaine. Par contre, honnêtement, ils n'ont pas la fibre financière. Il faut les accompagner. Il faut les mettre face à leurs risques. Et comme ça, au moins, plus ils sont conscients en amont des enjeux. Et donc, parce que toi, tu n'es pas allé juste à l'EBITDA, tu es descendu jusqu'à la notion de cash et tu as dit, attention, là, si tu lances cet invest, tu vas être à court à telle période parce que tu es saisonnalisé, etc. Tu lui apportes un éclairage qui lui évitera peut-être de se planter, quoi. Ou alors, qui va pouvoir aller anticiper avec son banquier ou avec qui tu veux. Et là, on a un vrai rôle à jouer. Masterclass. Benjamin, là, tu pointes du doigt aussi quelque chose qui est, à mon sens, important. C'est aussi de comprendre le besoin intrinsèque du dirigeant. Quel est son problème ? Parce qu'en fonction du problème qu'il rencontre ou qu'il peut rencontrer, ou alors le désir qu'il a dans l'avenir, tu peux aussi l'accompagner en mettant en lumière ce qui va l'aider à le faire. J'ai été contrôleur de gestion pendant une petite partie de ma carrière au début. Et donc, j'étais avec un dirigeant qui comprenait rien aux chiffres. Ouais. Et lui, il comprenait rien, mais il avait une envie absolue d'apprendre. Et lui, son objectif, c'était de se faire muter, d'être expatrié dans les Émirats. Et donc, il était directeur de filiale en France, dans un groupe automobile. Et lui, son rêve, c'était d'aller là-bas. Sauf que pour y arriver, il fallait qu'il tienne des objectifs. Et quels étaient les objectifs du groupe ? C'était un indicateur très spécifique. Et donc, lui, il était focalisé sur le budget, sur les tableaux de bord, sur tout, sur ça. Parce que ça l'aiderait, lui, à aller vivre une partie de sa vie avec sa famille dans un endroit qu'il voudrait vivre, tu vois. Là, je comprends. Et donc, je me rappelle, moi, bosser avec lui jusqu'à minuit, la gestion des budgets, les trucs et tout. Bon, c'était ouf, mais... Des fois, ouais, c'est vrai que c'est un métier prenant, ouais, en effet. Ouais, hyper intéressant. Mais je me permets de rebondir sur un point qui est important par rapport à ce que tu viens de dire. Et ça, c'est vraiment clé aussi. Tu peux avoir le dirigeant qui est omnubilé par son objectif. Mais la question qui peut être posée, c'est est-ce que son objectif est celui qui va permettre à l'entreprise, finalement, de se développer, etc., etc. Et c'est là où il est important, en fait, d'avoir une vision un peu holistique. Le terme est toujours un peu pompeux, mais c'est important de se le dire. C'est est-ce qu'on équilibre bien les objectifs ? Parce que si son seul objectif, c'est respecter le budget, je vais donner un exemple, un acheteur, son objectif, c'est d'avoir toujours moins cher le prix au kilo. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter des gros volumes. Sauf que le gros volume qu'il va acheter, c'est peut-être couvrir 4 ans de besoin. Alors que de l'autre côté, tu as la supply chain, on leur dit, toi, ton job, c'est de commander le strict minimum pour pouvoir livrer les productions. Donc finalement, tu as 2 objectifs qui sont en contradiction l'un avec l'autre. Et toi, ton job, contrôle de gestion, c'est de les faire, en fait, se coordonner les uns avec les autres. Trouver l'équilibre qui va bien. Du coup, si tu n'as pas suffisamment de connaissances de la manière dans laquelle l'entreprise fonctionne, tu peux complètement faire des mauvaises recommandations. Ah clairement, ouais. Ah ouais, on a un rôle qui est pour moi considéré avec une véritable responsabilité. Après, on n'est jamais seul à décider, on n'est pas les seuls à apporter des éléments concrets. Et c'est souvent d'ailleurs par des échanges qu'on se rend compte que des fois, nous-mêmes, on se dit attention, là, il y a un vrai risque. Oui, mais Benjamin, oublie pas qu'il se passe ça à côté. Oui, c'est vrai. Et puis, tu n'as pas toujours la vue sur 99 ou 100% des sujets. Des fois, tu sais qu'il y a des trucs qui se passent à côté, mais tu n'as pas toujours connaissance de quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours un travail d'équipe, en fait. Mais nous, notre job, c'est de vraiment dire attention, ça, c'est une ligne rouge. Si tu la dépasses, tu sais que tu vas vers les problèmes. Au moins, tu es au courant. Après, c'est toi le patron, tu prends ta décision. Ok, hyper clair. Là, on est focalisé à l'interne, tu vois, de l'entreprise. Pour toi, la curiosité, elle doit aller jusqu'à où du contrôle de gestion ? Parce que il y a ce qui se passe en interne, mais tu vois, je sais pas moi, tu peux avoir une baisse de productivité, genre les gens ils sont dégoûtés, donc ils travaillent moins bien, donc il y a moins de retour sur investissement. Il peut y avoir un contexte aussi
à l'extérieur. Ouais, clairement, ouais. Quel est le degré de curiosité? Parce que souvent, on dit aux étudiants, soyez curieux parce que c'est important pour. Mais oui, mais c'est quoi la vraie bonne curiosité, en tout cas le juste équilibre de curiosité qu'un contrôleur de gestion pourrait avoir? Alors, pour moi, déjà, il faut connaître un peu le marché. Donc, l'une des premières questions que je pose quand je rentre dans une entreprise dont je ne connais pas le marché, c'est est-ce que tu n'as pas une étude de marché au marketing qui me permettrait de me rendre compte un peu de qui sont les concurrents principaux, où est-ce qu'il faut regarder un petit peu, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Et après, il y a l'environnement local, très local. Par exemple, ici, on habite à Nice. Très clairement, Nice, c'est pas une terre d'industrie comme peut l'être, par exemple, Lyon, comme peut l'être d'autres pôles, pour la simple et bonne raison que, historiquement, la région ne s'est pas orientée sur ces métiers-là. Et donc, ça veut dire que des fois, tu as des besoins qui vont être nécessaires pour tenir tes objectifs d'entreprise, mais tu peux pas juste dire, bon, bah, tu vas me recruter quelqu'un et puis dans 15 jours, tu l'as. Bah non, il y a dans notre région, recruter quelqu'un qui a le bon niveau, etc., ça peut prendre du temps. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit parce que des fois, tu peux te tromper justement. Et ça implique finalement de comprendre le secteur d'activité dans lequel tu travailles, de comprendre finalement de quoi sont composés tes produits pour dire attention, il y a des tensions sur l'acier. Ouais, bah, quand tu fabriques une bagnole, forcément, tu es tout de suite concerné. D'ailleurs, on l'a vu, Donald Trump est revenu sur ses décisions très régulièrement parce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main en disant hop, 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 tu te rends pas compte qu'il va y avoir ça comme impact. Et donc, notre job, c'est d'être un peu au courant de tout ce qui se passe. Pas besoin d'être un expert, mais juste au moins on va dire, s'intéresser, en fait, d'une certaine manière. Si tu es fermé comme ça et que tu fais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai devant mes yeux, dans mon ordinateur et rien d'autre, ouais, tu risques peut-être de perdre de vue certains risques ou certains enjeux. Hyper clair. On va dire que c'est quoi alors, il y a quand même deux fonctions. Il y a le contrôleur de gestion, par exemple, tes équipes, toi, les 3 personnes qui sont sous ta responsabilité, et ton rôle à toi. Souvent, on sait que c'est un job qui peut être aussi prenant, qui nécessite aussi beaucoup d'énergie. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, bah, tiens, à 17h, bah, tiens, tu commences ta journée parce qu'en fait, tu discutes toute la journée. Mais du coup, on pourrait croire que tu papotes, quoi. Mais en fait, tu infuses. Ouais, il y a exactement de ça. Et moi, il y a des jours où j'ai pas touché un fichier Excel. Alors, tu sors de là, tu dis, qu'est-ce que tu as produit? Mais en fait, ta production, elle n'est pas uniquement basée sur des fichiers Excel. C'est quelque chose que tu vas plus ressentir quand tu es en début de carrière, où clairement, il faut mettre les mains dedans, il faut comprendre la mécanique, tu n'as pas le choix, il faut passer par ces étapes de terrain, etc. Quand tu deviens plus un rôle de management et de responsabilité, de contrôle de gestion, ton job, c'est d'être finalement celui qui va faire la corrélation entre les différentes personnes qui bossent dans ton service. Moi, j'ai un service qui est composé donc, de 3 personnes. Chacun est responsable d'un périmètre. Ils se parlent beaucoup entre eux. Périmètre, c'est quoi? C'est la partie supply chain, production? Tu vas avoir commercial d'un côté, tu vas avoir plutôt services centraux de l'autre, un peu d'industriel au milieu. Et j'ai gardé en main un certain nombre de sujets parce que j'avais besoin aussi de garder un petit peu de terrain parce que je pense que c'est important. Si tu es trop satellisé, tu peux perdre de vue c'est quoi l'opérationnel. Et en fait, l'objectif que moi j'ai dans mon service, c'est de finalement m'assurer que les uns et les autres se sont bien parlé entre eux. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Mais par contre, c'est aussi d'aller mettre de l'huile dans les rouages quand j'ai un de mes collaborateurs qui me dit, bah voilà, il m'écoute pas, il y a ça qui marche pas, je pense qu'il faudrait aller là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, toi, t'es un peu, tu sais, celui qui a du recul. Et ça, c'est plaisant que quand t'es constamment dans le chiffre, il y a des fois, tu rates, hein, tu passes à côté de trucs énormes parce que t'es coincé dans ton chiffre et t'oublies de prendre du recul. Et ça, c'est le rôle du management. Okay. C'est moi le mien aujourd'hui. Ok, hyper clair. J'imagine que aussi, tu faisais ce petit, ce petit ascenseur là. Ce roller coaster. Ouais, exactement. Émotionnel. Exactement. Quand tout va mal dans une entreprise, qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on demande au contrôleur de gestion? C'est quoi son rôle à ce moment-là? Alors, tu sais, j'ai commencé à travailler en fait en 2008. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, 2008, c'était la crise des subprimes. Ouais. J'ai eu la joie d'avoir été officiellement le dernier embauché d'une énorme entreprise française et puis d'un groupe mondial pendant 2 ans. Tu vois, j'étais le dernier, le suivant, le pauvre, il s'est retrouvé en intérim, etc., etc. Et donc, très vite, j'ai été confronté finalement aux entreprises dans des situations de crise parce que les subprimes, là pour le coup, j'étais dans le transport, enfin dans le camion, très officiellement, fabricant de camions. En fait, il faut savoir que le transport, c'est l'un des tout premiers, on va dire, indicateurs qui chute en cas de crise économique. On le saura. Comme ça, tu surveilles les ventes de camions pour savoir si tes actions vont se casser la gueule dans 6 mois. Et concrètement, en fait, il a fallu très, très vite dans ma carrière aider les opérationnels à se dire, OK, où est-ce qu'on coupe et où est-ce que ça a du sens?
très concrètement, d'une crise à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, la réponse, c'est pas toujours la même. C'est pas toujours faut virer tous les ouvriers, c'est pas toujours faut virer tous les cadres. Ça peut être OK, il faut qu'on se mette en situation de crise, donc on va diminuer les dépenses. Par contre, on ne peut pas ne plus innover, par exemple. Si tu es dans un secteur où l'innovation est importante, tu es obligé de garder des forces vives en innovation. Et tu as des endroits où tu vas dire, OK, mon secteur est mature, je suis dans une boîte mature, mon produit n'évolue pas beaucoup, bah, tu sais quoi, on va faire un peu shutdown pendant quelques mois, 1 an, 2 ans, tant pis, on s'assoit dessus. L'innovation, par contre, on va pouvoir, entre guillemets, assurer un job à tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment très, très variable, mais le contrôle de gestion est tout de suite en première ligne parce que c'est quand tu as moins d'argent que tu le comptes le plus. Donc, crois-moi que les reprévisions budgétaires au moment du Covid, je venais juste de changer de boîte, justement. Je me suis retrouvé dans l'automobile, crise Covid, plein fer. J'ai fait peut-être 4, 5, 6, 7 versions budgétaires différentes en fonction des fermetures de pays et ou des reprises ou pas d'activité. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, c'est beaucoup de simulations Énormément. pour essayer d'analyser quels sont les scénarios possibles. Exactement. Ouais. J'ai un copain qui est dans une boîte qui se porte très bien, qui fait 20% de croissance par an. Il passe sa journée à faire des what if. Qu'est-ce qui se passe si tu vois, pour se faire peur, on ne sait jamais. Histoire d'être prêt. Ok, je vois, hyper clair. Purée, hyper intéressant. Du coup, ça m'amène sur autre chose, puisqu'on parle de budget. C'est un des grands enjeux aussi dans les entreprises. Si on parle TPE, là, ça leur sert à rien de faire un budget. On pourrait se dire ça. À quoi ça sert vraiment de faire un budget ? Bah, écoute, à côté du boulot, comme j'avais peur de m'ennuyer le dimanche, j'ai monté ma petite boîte. Donc, c'est une TPE composée de Benjamin Bariol et puis à peu près de lui-même. Et en fait, de au moins projeter les grandes lignes, ça te permet de te rassurer sur tes enjeux. Tu sais qu'est-ce que tu ne dois pas dépasser. Tu sais, je parlais de lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges en dessous desquelles tu ne dois pas dépasser, tu dois pas tomber et où il va falloir que tu agisses. Donc, une TPE, même quelqu'un tout seul, un plombier, il peut se poser la question de « mais au fait, c'est quoi mes charges fixes ?» Finalement, de quoi j'ai besoin pour vivre ? J'ai besoin de payer mon camion, j'ai besoin de payer mon outillage, mon abonnement à Internet, et puis peut-être mon propre salaire déjà aussi, c'est pas mal. Et tu te rends compte que d'un coup, tu empiles les coûts, et là, tu dis, OK, ça veut dire qu'en dessous de temps, de chiffre d'affaires, temps de volume d'activité, eh ben, je sais que je vais rencontrer des problèmes. Donc, si j'ai pas la trésor qui va avec, parce que imaginons, tu es victime d'une saisonnalité, je donne l'exemple, en plein été, tu vas pas faire forcément beaucoup de travaux de plomberie potentiellement, alors qu'en plein hiver, tu vas poser des chaudières, puisque c'est là où ça pète en général. Et concrètement, en fait, il faut que tu arrives à pouvoir faire ton planif. Mais par contre, on est vraiment là, pour le coup, dans une TPE, pour moi, c'est la clé, c'est le cash. C'est le truc le plus important, c'est ta trésor. Si tu as de la trésor, tu es à l'abri. Si tu n'en as pas, d'ailleurs, c'est, je crois, une boîte d'immobilier, il me semble, Broadman & Coff, qui a énormément de cash et ça leur a permis de passer la crise sur justement la construction parce ils sont assis sur un tas d'or et ça leur a même peut-être permis de faire des opérations peut-être, qui sait, de rachat de concurrents qui étaient en train de se casser la figure. Ouais, je vois. Hyper clair. Du coup, dans la réalisation du budget, c'est quoi le bon mindset et le bon état d'esprit pour pouvoir le construire ? Parce que tu vois, il y a l'état d'esprit que tu apportes là à l'instant, qui est un cas d'usage très concret que les gens doivent avoir. Si je descends en dessous de ça, je suis dead. Ouais. Mais du coup, ça pourrait aussi limiter ta créativité. Ça pourrait limiter un peu tes rêves. Parce que tu dirais, si je fais ça, c'est bon. Ouais. Oui, mais du coup, selon toi, c'est quoi la bonne manière de concevoir un budget ? Alors, la bonne manière de concevoir un budget, c'est déjà d'avoir une base solide. C'est-à-dire une base solide. Alors, c'est sûr que si tu pars from scratch, tu es start-up, tu innoves sur un marché qui n'existe pas, oui, forcément, il va falloir projeter un petit peu. Mais si tu as un petit peu d'historique, déjà, c'est de te positionner par rapport à cet historique. C'est de comprendre qu'est-ce qui génère ton activité de manière un petit peu macro. Et ensuite, tu vas déterminer quelles sont les voies de progrès que tu vas mettre en œuvre, quelles sont les pistes de travail que tu vas activer pour développer ton business. Et tu vas te reposer là-dessus, en fait. Finalement, tu vas partir de cette base un petit peu historique et tu vas venir ajouter, empiler finalement les projets que tu vas espérer réaliser. Ces projets, tu dois les assortir obligatoirement de ressources. Parce que si tu n'as pas les moyens d'atteindre tes objectifs, tu dis juste, je croise les doigts et on verra ce qui se passe. On fait 15% de croissance cette année. Voilà, c'est ça. Alors, si le marché est tendanciel à 15%, tu peux la suivre, cette croissance. Par contre, ça peut poser une question. Je reviens toujours au cash. C'est une maladie chez moi. Mais tu peux te dire, mais est-ce que j'ai les moyens de soutenir la croissance ? On connaît beaucoup d'entreprises qui se font racheter parce qu'à un moment, elles ont
énormément de croissance, mais elles n'ont pas les moyens de la financer. Ouais. Donc, tu dois projeter pour pouvoir aussi te rendre compte que si tu veux faire tes 15% de croissance l'année prochaine, va falloir peut-être que tu passes un effet de seuil et que cet effet de seuil, c'est monter un nouveau bâtiment, c'est acheter une nouvelle machine, c'est recruter plus de monde. Et donc, tu te rends compte que tu empiles les charges fixes, encore une fois, toujours les mêmes, et qu'après, va falloir les financer, ces charges fixes. Donc là, je me suis noté sur mon petit cahier pour que les gens qui n'ont pas forcément d'expérience sur le sujet, te dire, attends, si j'ai de la croissance, ça veut dire que j'ai du cash qui rentre. Donc comment tu pourrais dire qu'on finance la croissance pour qu'on puisse comprendre ce verbatim? Prenons le cas, tu dis, OK, je vais faire 15%. Mais si ton client, déjà, prenons le cas pire de tout, tu es en saison. Tu travailles en saison. Par exemple, je prends le cas de ma boîte, on vend beaucoup de produits l'été, étonnamment, les gens vont plonger quand il fait chaud. Donc, c'est là que ça se passe. Par contre, toi, tu dois la financer, cette saison. C'est-à-dire que ton client, il va commencer à te payer 30 jours, 60 jours après avoir reçu la marchandise. Mais toi, tu vas devoir l'avoir acheté à tes fournisseurs. Et tes fournisseurs, selon où ils se situent dans le monde, s'ils sont juste à côté de chez toi ou s'ils sont à l'autre bout du monde, c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir ton bateau qui est à partir de Chine, il va mettre à peu près 2 mois à arriver. C'est ton délai de paiement à ton fournisseur. C'est-à-dire que tu as à peine reçu la cam chez toi que tu dois commencer à payer ton fournisseur. Et toi, le tien de client, tant qu'il n'a pas reçu le produit, il ne paye pas. Donc, s'il a 60 jours, tu as 4 mois, en fait, finalement, avant de recevoir le cash. Donc, c'est vraiment important de se dire, en fonction de tes cycles financiers, tu vas avoir en fait plus ou moins besoin d'être toi-même attentif à est-ce que oui ou non j'ai de quoi payer tout ce que je dois payer pour pouvoir réaliser mes objectifs. Si tu es un supermarché, c'est génial, tu payes ton fournisseur à 30 jours, sauf que toi, tu as déjà vendu il y a 25 jours la nourriture. Donc finalement, tu as déjà reçu le cash immédiatement puisque tu payes cash au supermarché. Et donc, eux, ils font fructifier leur trésor en attendant de rembourser le fournisseur. Hyper clair. Du coup, ça pourrait être aussi ce cas où tu as 15% de croissance, donc tu as de plus en plus de clients, mais du coup, il faut les gérer aussi. Bien sûr. Et donc, il faut gérer peut-être les demandes, les insatisfactions. Et donc, tu dis, tiens, peut-être qu'il faudrait que je recrute quelqu'un. Sauf que le recruter immédiatement, ça apporte pas de la valeur. Ce que je disais, les effets de seuil, en fait. Et voilà, donc c'est pour illustrer ça. Très Exactement. Bien. Ok, hyper clair. Masterclass, tu vois. Du coup, le budget. Donc, je reviens là-dessus. Donc, j'ai bien compris, il y a plusieurs typologies, savoir qu'est-ce que tu vas faire, innover, les simulations, etc. Comment ça se suit, le budget? Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais en contrôle de gestion, on était omnibulé par les écarts, quoi. Oui. Pourquoi un écart? C'est pas ce qu'on avait prévu. Alors, le budget, en fait, il faut se rendre compte d'une chose. Il faut vraiment être clair avec soi-même intellectuellement. C'est énormément de travail en amont pour quelque chose qui est foncièrement faux dès le premier jour. Parce que, à moins d'être capable de prévoir le futur, va jouer au loto. Ça sera beaucoup plus intéressant. Mais on va dire que l'intérêt d'avoir un budget, c'est que ça te donne un cap. Ça, pour moi, ça, c'est une certitude. Et après, tu vas gérer par écart avec ce cap. Parce que tu peux avoir une crise économique qui sort nulle part, parce que tu as Donald Trump qui te met 25% de taxes là où tu n'atteindrais pas ça, et ainsi de suite. Donc, en fait, d'une certaine manière, le fait d'avoir ce cap et de regarder où est-ce que tu te situes par rapport à ce cap, en fait, c'est aussi le moyen de contrôler que tu es toujours en ligne avec la stratégie que tu avais émise, ou est-ce que tu es en train de t'en éloigner. Et si tu t'en éloignes, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, ou est-ce que clairement c'est parce que tu es à la faute et là, il y a un problème, il faut mettre en place des plans d'action. Moi, ce que je dis toujours dans mon travail, mon job, c'est pas juste de dire, voilà, il y a un écart. Mon job, c'est de dire, il y a un écart, on l'a compris, voilà le plan d'action pour réduire l'écart, le rattraper ou le compenser complètement. Justement, quand tu fais les situations mensuelles, donc là, je sais pas à combien, J+2, 3, 4... Ça 8. dépend des entreprises. Ouais. Bon, disons J+10, tu arrives et tu fais ta présentation. Toi, tu as considéré, tu as vu qu'il y avait un problème, je sais pas moi, un écart sur le chiffre d'affaires. Ouais. Bon. Avant de faire ta présentation aux dirigeants, qu'est-ce que tu fais, toi, avec le service commerce ? Alors, déjà, je t'avoue, on n'attend pas la clôture pour savoir si on est en écart ou pas. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à cœur de faire ça. C'est tout au long du mois, en fait, tu repositionnes finalement ton atterrissage. C'est-à-dire que nous, on appelle ça un best estimate, par exemple. C'est où est-ce que j'en suis par rapport à l'objectif du mois. Donc, tous les débuts de semaine, tous les lundis, en gros, tu fais un état de l'art. Tu dis, OK, on a ça qui est rentré, il va manquer ça, il se passe ça, on est au-dessus, on est en dessous, voilà les écarts.
Et ce boulot-là, il est toujours fait en collaboration, là, pour le coup, avec les commerciaux, dans ce cadre-là. J'avais la même chose dans une usine où j'étais. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que ça s'appelait le comité coût, C-O-U-T-S. Et à la fin, en fait, c'était devenu le comité coût et blessures. D'accord. Parce que les gars, ils arrivaient avec des écarts et ils se prenaient un petit peu on va dire, la soufflante de la semaine, selon les cas. Et en fait, l'objectif, c'est que quand tu arrives en clôture, la surprise, elle est déjà sous contrôle, en fait. Il n'y en a pas. De toute façon, on déteste tous ces surprises en entreprise. Je crois qu'il n'y a rien de pire que les « Ah, mince, on ne s'y attendait pas ». Parce que ça veut dire que tu n'es plus en contrôle. Si tu n'es pas en contrôle, c'est que tu n'as pas les bons outils. Si je vais parler de la voiture, concrètement, si tu n'as pas le tableau de bord, tu sais pas si en plein milieu de ta course, quand tu es en train de faire ton premier tour, si tu es en train de cramer ton moteur ou pas, quoi. Donc là, nous, on apporte ces éléments-là tout au long du mois pour qu'au moment de la clôture, on ne fasse que figer finalement, faire une photo et surtout enregistrer les éléments pour qu'on ait quelque chose sur lequel on va pouvoir se reposer dans 6 mois, dans 1 an, quand on va se reposer la question de mais pourquoi l'an dernier on était là et on n'était pas là, quoi. Attends, je reprends mes documents et tout était écrit dedans. Mais Ok. pas de découverte. Ok, hyper clair. Donc là, quand tu fais ce travail toutes les semaines, où tu dis, hop, l'atterrissage risque d'être un peu Ouais. brutal, est-ce que tu as des histoires où justement ça a relevé des défaillances au sein du service commercial, par exemple? Tu en as vu un que, en fait, il taffe pas, en fait, il fait pas ses objectifs. Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter justement de ça? Il y a sur 14 années et donc fois 12 clôtures, je pense qu'on commence fois 4 semaines dans le mois, on commence à avoir un peu des histoires autour de ça. En fait, souvent, ce qui apparaît dans ces moments-là, c'est tu te rends compte que c'est parce que l'opérationnel n'est pas en contrôle de sa situation. C'est-à-dire c'est pas qu'il est mauvais vraiment foncièrement. Personne a à cœur de venir bosser le matin pour se dire je vais être une chèvre et ça va mal se passer, quoi. Les gens, par contre, désolé, c'est peut-être pas quelque chose qui se dit, mais concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent des gens qui ne sont pas en maîtrise dans leur job. C'est-à-dire on se rend compte qu'ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'indicateurs, ils savent pas vraiment où ils en sont. Et donc, toi, là, tout de suite, tu dois te dire, OK, on va voir ensemble, on va arriver avec la petite boîte à outils qui va bien, parce que ce qui est valable pour l'un est quand même valable pour les autres, au moins dans le cadre de l'entreprise en question. Et tu donnes l'exemple du commerce, la première question que tu peux poser, c'est, mais quelle est la performance par commercial? Est-ce que tous tes commerciaux performent pareil sur un périmètre identique, tu vois? Donc, et là, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y en a un qui tire la charrette et qu'il y a les autres qui suivent, et où tu vas peut-être te rendre compte que lui, qui est ton meilleur commercial, il a été absent pendant 1 semaine parce qu'il était malade. Et là, d'un Ok. coup, tu te rends compte que tu as perdu 1 semaine de vente, quoi. Donc, par contre, ça relève d'autres défis. Si tu dis, OK, pourquoi les autres, ils n'arrivent pas à compenser? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour que ça marche, etc. Donc, je dirais que c'est moi aujourd'hui, après mon expérience, c'est pas des gens qui sont foncièrement mauvais, sinon ils seraient pas là où ils sont. C'est plutôt des gens qu'il faut accompagner et aider à activer les bons leviers, quoi. Toujours pareil avec le copilote, quoi. Je trouve ça super vertueux, tu vois. Je pense que forcément, dans une entreprise, il doit y avoir quelqu'un qui a ce mindset, cet état d'esprit un peu de critiquer ce qu'il découvre. Parce que du coup, ça permet d'être créatif. Si tu vois qu'il y en a un qui tire tous les autres vers le haut, quelle est sa méthode à lui, en fait? Ou Exactement. alors, est-ce que les autres, ils sont pas mauvais, mais en tout cas, qui sont pas À leur ouf? place. Exactement. Donc, en fait, après, ça permet de voir si la personne, elle est à la bonne place. Ou Exactement. alors, est-ce que les RH, ils ont fait leur travail de formation pour mettre les gens au niveau? Je peux te donner un exemple très opérationnel, très concret. Un jour, dans une des boîtes où j'étais, on fait une analyse. Alors, on regarde un truc très, très bête, c'est l'absentéisme. Mais là, cette fois, c'est pas en global, tu sais, ce soir, on regarde ces indicateurs en pourcentage du nombre d'heures de travail, etc. Là, j'ai été rentré dans un détail à la personne. Je me dis, j'ai envie de comprendre, j'avais fait un peu le tour de tout le reste. Donc, je me dis, OK, je vais regarder cette partie-là. Et puis, on se rend compte d'une chose importante, c'est qu'il y en avait un par-dessus tout le reste. Tu dis, c'est incroyable. À lui tout seul, il était plus absent que les 10 suivants, quoi. Donc là, tu dis, bon, il y a un problème, quoi. Et puis, donc, il y a eu un boulot qui a été fait avec la RH, avec le management aussi, parce que là encore, c'est pas le RH va prendre le gars sur le terrain, c'est le manager et le RH. Et discussion avec la personne. Et là, en discutant avec lui, le gars, il explique, écoute, moi, le job que je suis en train de faire, c'était un opérateur en ligne.
Franchement, je m'ennuie, ça m'intéresse pas, c'est pas du tout quelque chose qui me tente. Moi, ce que j'aime, le gars nous expliquait, il avait une activité le week-end et il disait, moi, c'est ça que j'aime. Et en fait, comme ça me prend tout mon temps le week-end, toute mon énergie, bah, des fois, le lundi, je suis mort et puis voilà, quoi. Mais c'est mon moyen de m'évader, quoi. Ok. Et puis, il discutait un peu avec lui et on avait un poste qu'on n'arrivait pas à staffer. Le poste, c'était un poste, il fallait quand même vraiment avoir de la technicité, prendre du temps pour monter en compétences et tout. Et ils se disent, bah attends, nous, on a ça, si tu veux, est-ce que ça t'intéresserait? Et je te jure, le gars est rentré sur le poste. Il est passé du mec le plus absent de la boîte à quasiment zéro absentéisme de toute l'année, avec juste on va dire un accord avec son chef de prendre des jours de congé, non pas des jours d'absence, pour pouvoir faire ce qu'il aimait le week-end, qui des fois lui prenait plus d'énergie, quoi. Et donc là, d'un coup, bah, tu as résolu un problème, en fait. Et ça qui est génial. Et tu es venu, je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est un travail collaboratif, contrôle de gestion, comprendre un indicateur et présenter aussi, j'en parle souvent, le coût de l'absentéisme, il est vachement plus important qu'on ne le croit. C'est pas juste je suis absent, je suis pas là. C'est beaucoup plus impactant potentiellement pour la boîte. Comment tu as vu le métier évoluer depuis du moment que tu as commencé à maintenant et comment tu le vois un peu évoluer dans l'avenir? Alors, Parce que tu parlais de BI tout à Ouais, l'heure, tu vois? justement, on va dire que d'un point de vue métier, dans son fondement, je pense que la notion de business partner, elle est maintenant incluse. D'ailleurs, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui appellent ça management de la performance, avec des titres de ce type-là, pour sortir de contrôle, comme tu l'as présenté au début de cette interview. Et en fait, aujourd'hui, le vrai gros déclencheur d'évolution, ça va être les outils. Et là, aujourd'hui, je t'avoue qu'on est un peu face à comment te dire, à un nouveau monde, en fait, qu'on ne maîtrise pas, hein. Moi, j'avoue, le premier, je commence à monter à bord, à essayer de comprendre. Il y a aussi, je pense, pas mal de fantasmes, parce qu'on se dit, ouais, mais l'IA va nous remplacer. Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, je pense que l'IA, déjà, il faudrait qu'elle monte un peu en compétence d'abord. Par contre, il faut qu'on s'en serve pour ce qu'elle est, c'est-à-dire nous décharger de tout ce qui a non-valeur ajoutée. Moi, aujourd'hui, je passe vraiment beaucoup trop de temps, à titre personnel, préparer des PowerPoint, des trucs comme ça, ça fait partie du job. Tu dis, mais si j'appuie sur un bouton et que l'IA faisait elle-même la mise à jour de tous les tableaux, ça serait quand même génial, quoi. Et donc, on commence à se rapprocher de partenaires, de gens qui tournent, qui gravitent autour des métiers de la finance, pour essayer de mieux cerner, mais au fait, comment on peut s'en faire un outil. D'accord? On n'est pas là pour avoir peur des outils, on est là pour apprendre à s'en servir. Je pense qu'on est au même moment aujourd'hui que quand les premiers ERP sont arrivés en entreprise et où avant on était sur le papier Excel que j'ai pas connu et que j'arrive même pas à imaginer aujourd'hui comment on pouvait bosser avant. Et je pense que dans 10 ans, on se dira mais comment on faisait sans peut-être un chat GPT puissance 10 qui chaque année est plus intelligent que l'année précédente. Quand on voit ce que j'ai vu récemment, il y a Google Med ou je sais pas comment ça s'appelle, il y a une IA en tout cas autour de la science qui a été capable en 2 jours de faire le même travail que 10 ans de scientifiques et qui a développé des thèses que les scientifiques aujourd'hui sont en train d'étudier et qui disent mais franchement c'est waouh. Et donc je me dis nous c'est pareil, la big data, on a de plus en plus de data disponible, on fait encore des tableaux croisés dynamiques limités à 1 million de lignes et ça te fait tourner des fichiers de 200 mégas, ça marche pas ça. Donc il faut qu'on arrive à aller vers la BI, il faut qu'on s'en serve pour ce qu'elle est capable de faire. Par contre une chose est certaine, l'outil ne va pas remplacer l'analyste. Aujourd'hui en tout cas pas en l'état actuel des choses. Donc, c'est là où nous, on va pouvoir s'exprimer dans toute notre valeur ajoutée, c'est l'analyse. C'est ce que je dis aux étudiants. Vous commencez à avoir de la valeur ajoutée dans votre métier après que le tableau soit terminé. Et contrôler qu'en bas, ça fait bien tout juste. Hyper clair. Si tu devais repartir de zéro, ou alors si tu devrais donner des conseils à des gens qui démarrent de zéro dans ce métier, ce serait quoi un peu les jalons à cocher pour justement ils puissent être très vite opérationnels et apporter vite de la valeur. Parce que tu vois, un contrôleur de gestion au début, dans son job au début, il va compiler des chiffres, il va un peu papoter, il va un peu comprendre, etc. Ouais, mais sauf que ça coûte cher un contrôleur de gestion dans une entreprise. Et du coup, il faut qu'il puisse rentabiliser finalement son salaire. Ce serait quoi un peu la roadmap qu'on pourrait donner peut-être à des plus jeunes ou alors des comptables qui ont un peu tu vois, ce petit rôle dans une PME mais qui n'est pas forcément le leur, justement pour qu'ils puissent mettre le pied dedans, quoi. Écoute, moi, je vais vraiment rejoindre ce que je t'ai dit depuis le début, c'est s'intéresser en priorité au métier, quoi. Plus vite tu comprends les flux de l'entreprise, plus vite tu vas être compétent dans la capacité à les analyser. Faire le lien avec la compta, là, ça, tu peux pas y couper. Il faut que tu ailles voir, OK, comment ça se passe, à quoi ressemble ton PNL, comment se répartissent les coûts, comment le chiffre d'affaires est reporté déjà basiquement. Et déjà, une fois que
tu maîtrises un petit peu tout ça. Et alors, ça dépend toujours pareil. Hein, si tu es dans une énorme multinationale, tu le feras à ton échelle. Si tu es dans une PME, tu vas avoir besoin de rencontrer plus de monde, quoi, tu vois, typiquement. Parce que tu as tous les métiers dans ton PNL qui sont visibles. Et je pense que ça commence par ça déjà. Tu pourras pas être crédible si tu comprends pas de quoi est fait l'entreprise. Une hyper boîte clair. qui fabrique des glaces, c'est pas une boîte qui fabrique des détendeurs pour la plongée sous-marine, quoi. Ouais, je vois. Euh, Selon toi, c'est quoi les 20% d'indicateurs tu vois, qui sont genre, ça, c'est partout où tu es passé, c'est commun, tu t'appuies là-dessus et tu arrives à découvrir quelque chose où tu peux apporter voilà, de la performance meilleure pour l'entreprise. Écoute, moi, je commencerai déjà par un truc simple. Alors, si c'est une entreprise industrielle, c'est ce que l'on appelle l'écart réel standard, c'est-à-dire c'est l'écart entre le coût de revient des articles que tu as calculé en début d'année et le coût comptable réel. Déjà, c'est de comprendre s'il y a un écart. Et si oui, c'est commencer à creuser un petit peu les raisons qui le composent. Ça te donne un premier bon indicateur parce que c'est finalement l'idée que tu avais au travers de ton standard versus la réalité économique. Et comme disaient de mes anciens managers, standard is an opinion, cash is a fact. Ok. Donc voilà. Et après. Attends, je rebondis juste ouais. là-dessus avant de poursuivre sur la suite. Qu'est-ce qui pourrait justifier que on avait une idée que le coût serait 10 et en fait c'est 15 euros? Ce serait quoi qui permettrait de dévisser? Ou alors peut-être dans le sens inverse, mais j'imagine que c'est un peu moins Alors, valable. tout est possible, hein, mais Ouais. alors, tu as une chose qui est certaine. Alors, si tu es dans une entreprise qui fait que de l'achat-revente, peut-être que tu t'es pris une grosse hausse de coûts, un effet change très négatif, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce que d'une certaine manière, tu as calculé un prix de vente à ton client, mais peut-être que ce prix de vente, il est sous-évalué, quoi. Hmm. Donc là, tu te retrouves que là où tu pensais gagner de l'argent, t'en gagnes pas autant que prévu, voire t'en perds. Si tu es dans une entreprise industrielle, l'une des choses qui peut générer immédiatement une différence notable, c'est que tu avais prévu une activité parce que tu t'es mis dans ta tête que ton usine, elle est câblée pour pouvoir produire, je dis n'importe quoi, 100 000 unités par an. Si tu es à 50 000 unités par an, le calcul il est simple, hein, tu prends toutes tes charges fixes, tu les divises par 100 000 fois 50 000, et là tu te rends compte qu'il y a un volant Ouais. non couvert. Et donc, c'est ce volant non couvert qui te pèse en fait sur ta rentabilité. Parce que tu dis, mince, j'ai fait moins d'articles que ce que j'avais prévu. Je me suis doté d'un outil que j'utilise pas suffisamment bien. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs que je regarderais si aujourd'hui je devais changer entre guillemets d'entreprise tout de suite. Et ensuite, je regarderais des choses très factuelles comme les business units, selon si c'est des produits, si c'est des catégories de produits, si c'est des pays, des zones, histoire de voir qui tire un peu la charrette, quoi. Qui est, tu sais, comme on dit, et c'est lequel, s'il s'enrhume, t'as tout le monde qui tousse, quoi, tu vois. Hmm. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là qui fait que aujourd'hui j'orienterai mon travail et ça te permet d'être pertinent parce que tu vas tout de suite aller cibler les véritables enjeux de ta boîte. Hmm. Et tu peux te rendre compte que tu peux avoir une super marge à 90%, mais si tu as X de charges fixes en dessous, tu seras jamais rentable parce que ton volume d'affaires n'est pas suffisant. Tu te rends compte que là où il va falloir regarder, c'est pourquoi tu as besoin de toutes ces charges fixes, quoi, de tous ces SG&A, on les appelle comme on veut. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là que je regarderai un peu, un peu à quoi ressemble le PNL. Et puis après, je descendrai dans les stocks. Là aussi, tu peux te regarder, est-ce que tu couvres X mois de vente, X jours de vente, et puis ton BFR est aussi sur ton poste client, donc tu peux regarder cet aspect-là. Mais voilà, après, ça dépend vraiment de la taille de chaque boîte, mais j'irai sur ces idées-là. Hyper clair. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet épisode hyper riche, hyper intéressant. Du coup, je rebondirai aussi sur tu vois, l'expérience que tu vis actuellement chez Aqualung, si je le dis bien. Donc, tu dis que c'est une succession de rachats successives, l'évolution de cette entreprise, plusieurs. Et donc, comment ça se passe aussi, l'onboarding de ces rachats d'entreprises? Souvent, on rachète des boîtes. Ah, purée, culturellement, ça ne fit pas, donc c'est une catastrophe, ça ne marche pas. Comment on gère aussi cette intégration? Alors, côté finance, côté gestion. Bien sûr, ouais, tu as bien raison. Donc en fait, le groupe Aqualung, c'est quand même une belle histoire de 80 ans, hein, quand même, avec le commandant Cousteau qui était à l'origine. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'ancré dans la culture française. Et concrètement, en fait, en effet, ça a été des rachats successifs d'entreprises qui en fait, graviter autour du métier de la plongée sous-marine. Et là où il faut être bon quand on décide de racheter une boîte, c'est des fois, il y a deux options. C'est soit tu l'intègres complètement et elle disparaît noyée dans la grande entreprise que tu peux représenter, si c'est plus gros qu'elle.
Des fois, tu as des rachats où tu es à même niveau, voire tu as des petits qui rachètent des gros parce que, un coup de bol, ils sont à racheter. Là, il faut être intelligent parce que tu dois aussi te dire que l'entreprise que tu rachètes, elle a une histoire, elle a une réussite, puisque sinon, tu n'aurais pas racheté, ou alors c'est vraiment que tu l'as racheté à la barre du tribunal de commerce, et ça, c'est une autre histoire encore. Mais concrètement, il faut prendre en considération ce qui est fait, peut-être en tirer le meilleur et faire ce qu'on appelle du partage de best practice. Et d'un point de vue financier, se rendre peut-être compte que les indicateurs qui suivent sont complètement pertinents chez eux, mais ne le sont pas chez toi. Donc, il faut maintenir les deux types d'indicateurs. Ou alors, vous faites le même métier et donc finalement, tu dis, non, mais on va se mettre d'accord et puis on va y aller et puis tout le monde rentrera dans le nouveau process. Mais tu peux te retrouver sur des situations aussi folles que, en fait, le même code article dans une entreprise veut dire produit une chaise, alors que dans l'autre, ça sera peut-être une télé, quoi. Parce que bêtement, le système d'information est câblé pareil, mais il ne présente pas les mêmes sujets. Donc, il faut être super vigilant aussi au sujet de la master data. Ce qu'on appelle la master data, c'est vraiment ta donnée source, en fait, celle qui génère ton volume que tu vas pouvoir analyser en contrôle de gestion. Et donc, il faut bien analyser tous ces aspects-là pour pouvoir réorienter, si nécessaire, certaines choses, ou en tout cas se mettre d'accord, et partager une logique commune. Donc ça, c'est le plus important. Parce que sinon, tu peux avoir des cas où tu as des entreprises. Moi, le truc le plus basique, c'est taux de marge. Il y en a, c'est taux de marge sur coût variable, et d'autres, c'est taux de marge sur coût complet. Donc, tu ne vas pas mettre les mêmes choses. Donc, tu ne compares pas les mêmes choses. Et si tu t'arrêtes à ce que tu vois, tu ne prends pas la bonne décision. Hyper clair. Justement, tu parles de master data. Comment aussi on s'assure que le système d'information, il est fiable et qu'il te donne les bonnes informations? Tu vois, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent justement de sécuriser ça? Tu vois? L'analyse. Aujourd'hui, moi, je ne connais que ça, c'est l'analyse, le cross-checking, ce genre de choses qui permettent des fois de se rendre compte que ce que tu crois être une vérité ne l'est pas. Tu peux aussi détecter des manières de faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme je te disais au début, ne comprennent pas l'impact de leurs actions dans les systèmes d'information. Et en fait, ils pensent bien faire et en fait, ils font vraiment très mal, malheureusement. Et donc, tu dois les former. Donc, il y a aussi énormément de notions d'acculturation à la chose financière, de compréhension des impacts des activités auprès de gens dont ce n'est pas du tout le métier à la base d'être financier. Mais si tu veux une bonne donnée de base, il te faut une bonne intégration de base, quoi. Tu penses que c'est important de sensibiliser les gens, les salariés d'entreprise à la finance ou à la gestion financière de l'entreprise pour qu'ils puissent y mettre du sens? Tu sais, j'ai déjà vécu des situations où on te réunit tous et puis tu as le patron qui parle et qui dit voilà, pour vous expliquer, cette année, l'EBITDA, c'est 15%, on a fait des résultats exceptionnels, machin. Et j'ai vu des gens sortir de là, ils disent j'ai rien compris. Je comprends même pas, c'est quoi l'EBITDA? Alors, sans parler de ceux qui comprennent le mot à l'envers. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ce que toi, tu sais en tant que financier, tu baignes dedans toute la journée, en fait, 90% de la population, pour eux, c'est du petit chinois, quoi, c'est du charabia. Donc, en fait, il faut acculturer sur les grands enjeux. Il faut que les gens comprennent que du chiffre d'affaires, c'est pas du cash. Il faut faire le lien entre les deux, quoi. Il faut leur faire comprendre qu'une marge, elle peut être positive, mais c'est pas une bonne nouvelle quand même, parce que tu peux avoir plein de trucs cachés en dessous, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a nécessité d'expliquer les grands agrégats. Ça, pour moi, ça me paraît être super bien. Parce que les gens, s'ils comprennent, ils vont faire des relations, parce que je pense que tout le monde a à cœur que sa boîte aille bien, et ça va leur donner aussi une compréhension différente de leur travail, en fait, d'une certaine manière. Parce que sinon, tu as toujours celui qui dit ah ouais, mais moi, tu sais, je me sécurise, je suis quelqu'un, moi, j'aime pas avoir peur, donc je commande toujours plus que prévu. Ouais, en fait, le cash de la boîte, tu y penses ou pas? T'es conscient de cet impact-là? Ah ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Ah ouais, mais si tu silotes trop les gens, bon. Donc, l'importance de comprendre, pour moi, ça permet de clarifier le discours et d'être plus percutant encore. Hyper clair. Parce que tu vois, ça permet aussi, à mon avis, de pouvoir sensibiliser les gens sur chaque aspect du PNL et finalement, dans quelle proportion, ils peuvent y intervenir. Est-ce que tu penses qu'une entreprise, elle doit communiquer sur les finances? Parce que tu vois, des fois, il y a des boîtes, elles ont cet aspect très transparence. Et donc, du coup, ils y vont cash, que ce soit bien ou pas bien, ils le disent. Et puis, il y en a d'autres, ils cachent. Parce que si on donne une mauvaise nouvelle, on fait un ancrage, la personne ne comprend pas ce qui se passe, elle dit c'est une catastrophe, je vais partir. C'est quoi un peu toi, ta lecture par rapport à ton expérience? Alors, bon, il y a des boîtes, elles n'ont pas le choix parce qu'elles sont cotées en bourse, elles doivent communiquer. Oui. Un point, c'est tout. Donc ça, c'est certain. Après, quand tu es dans l'univers de l'ETI, PME, en fonction de qui tu as en face de toi, il y en a qui sont en effet
complètement transparents et qui vont te tenir informé de la situation. Parce qu'en fait, ils ont envie aussi de partager finalement la performance du travail collectif. Parce que finalement, une entreprise, c'est tu prends plein de gens différents, tu les mets ensemble et puis on essaie de faire sortir quelque chose. Moi, je suis pour la transparence. Par contre, je suis pour une transparence raisonnée. C'est-à-dire que tout ne peut pas être dit. Hein. Il y a des fois des situations qui sont complexes. Il y a des risques aussi de voir de l'information qu'on n'aurait pas envie de voir sortir dehors. Mais je pense que communiquer sur son chiffre d'affaires, communiquer, on va dire, sur une rentabilité générale, tu vois, sans pour autant être dans le détail, parce que bon, ton concurrent, il peut aussi être super content de savoir que tu sors 12 points de marge de plus que lui, il peut se poser des questions, etc. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est communiquer la bonne information. De toute façon, il y a plein de gens, ils n'attendent pas forcément que tu leur dises tout dans le détail, ils ne comprendraient pas trop quoi en faire, en fait, ils ne sauraient pas trop quoi en faire. Par contre, ils ont besoin de se dire, mais est-ce que je participe, pour rejoindre ton point, à une aventure qui fonctionne ou est-ce que je suis dans une zone de danger? Et il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens, moi, de mon point de vue, quand ils savent pas, c'est eux qui remplissent les trous à ta place et c'est rarement pour mettre quelque chose de mieux que prévu, quoi. Ouais, je vois. Donc, vaut mieux être dans la transparence, mais dans une transparence raisonnable. Voilà. Ouais, je comprends bien l'idée. D'ailleurs, on pourrait avoir tendance à se dire, bah tiens, si on parle que du chiffre d'affaires et que des collaborateurs, ils voient que, bah tiens, le chiffre d'affaires, il prend 30%, mais moi aussi, je dois prendre 30% de Ouais. rémunération, tu vois. Bah voilà, c'est pour ça qu'il faut pas parler que de chiffre d'affaires, c'est Ouais. bien de parler de marge. D'ailleurs, surtout avec les commerciaux, c'est important de parler de la marge parce qu'il y en a qui sont intéressés que par le CA, sauf qu'ils sont prêts à faire des deals de moindre qualité pour tenir leurs objectifs de chiffre d'affaires. Donc moi, je suis pas choqué qu'il y ait des notions de marge qui rentrent dans les objectifs. Et en effet, il faut que les gens puissent comprendre que peut-être que ce que tu dis, le 30% de chiffre d'affaires en plus, il est peut-être généré aussi parce qu'on a recruté à côté, quoi. Donc il a fallu, finalement, ce 30% est accompagné de ressources additionnelles et donc elles vont consommer une partie de cette renta. Et non, on peut pas malheureusement, j'adorerais moi aussi bénéficier de cette croissance annuelle de mon chiffre d'affaires, enfin de mon salaire. Toi, comment tu fais pour progresser, justement, pour être toujours au niveau, toujours à, à la page, si j'ai envie de le dire comme ça? Alors, c'est vrai qu'on est dans un métier, le contrôle de gestion, c'est intéressant parce qu'on est très orienté sur l'interne. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément vocation, on ne va pas parler avec des banquiers, on est pour servir dans l'entreprise. Et ça se ressent aussi parfois. Tu peux voir des contrôleurs de gestion qui restent sur leurs acquis, qui se disent, moi, c'est bon, je sais faire mon taf. En effet, tout va bien. Quand on essaye un petit peu de prendre de la hauteur, quand on veut se former, quand on veut s'informer, là, pour le coup, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais en aparté de mon métier de contrôleur de gestion, je suis aussi président de la DFCG Côte d'Azur pour l'occasion. La DFCG, c'est l'association des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Et en fait, dans cet asso, l'intérêt que l'on a, c'est qu'on se forme sur les évolutions, sur ce qui se passe. Donc, je pense qu'il est important d'utiliser ces outils-là, que sont les associations professionnelles, que sont les rencontres que peuvent proposer certaines entreprises, découvrir notre nouveau logiciel, etc. Ça vaut le coup des fois de perdre une heure avec quelqu'un, même si derrière, tu n'actives pas, mais il n'empêche, tu dis, ah ouais, il y a ça qui arrive sur le marché, il faut que je comprenne ça. Et tu suis un peu sur LinkedIn certaines personnes qui sont un peu en pointe sur certains métiers. Je pense que c'est un bon moyen de se former régulièrement. Donc voilà, c'est un mélange d'associatif DFCG, association professionnelle, suivi de quelques personnalités sur LinkedIn et rencontres avec des entreprises sur des forums, sur des salons, etc. Merci beaucoup, mon cher Benjamin. Merci à toi. C'était un vrai plaisir pour moi d'avoir enregistré cet épisode. Je clôture toujours mes épisodes de podcast avec une question. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs, que ce soit une sagesse, une rencontre, qui t'ont aidé finalement à être une meilleure personne et qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent? Bonne question. Écoute, je te dirais là comme ça, au moins en rapport avec le métier de contrôle de gestion, le papier ne refuse pas l'encre et donc c'est à toi de finalement, dans ton métier, de prendre le recul nécessaire pour être capable de définir si oui ou non, ce que tu es en train de faire est logique ou pas. Donc voilà, et peut-être est-ce que c'est en accord avec tes valeurs ou est-ce que ça ne l'est pas et prendre la décision qui s'impose. Merci beaucoup, mon cher Benjamin. Je mettrai ton profil LinkedIn en description de cette Pas de problème. vidéo et ce podcast. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des likes, des commentaires. Partagez ça de force à tous les gens de votre réseau. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!